la parole à Simon Pollereau. Simon, qui est président de l'ADAN, c'est comme ça qu'on dit, ADAN, et qui est en fait une association qui rassemble tous les professionnels des actifs numériques, si je le dis bien. Simon, je lui ai demandé de ne pas être trop technique et il m'a dit non, de toute façon, moi je suis juriste, donc la technique, j'y connais rien. Donc vous pouvez directement être rassuré. Merci beaucoup. Alors, moi, je vais essayer de faire une présentation un petit peu synthétique qui va un peu reprendre tout ce qui a été dit jusqu'ici et où je vais essayer de donner quelques pistes de comment les choses pourraient évoluer dans le futur d'ici voilà, 2030. Voilà, c'est une date que j'ai choisie un peu arbitrairement. On va voir ce qu'il en est. On a eu beaucoup de visions très long terme. On a eu aussi des choses très pratiques et je vais essayer un petit peu de mettre tout ça en perspective ensemble. Donc, on va commencer directement avec les slides. Donc, on peut passer directement à la suivante. Peut-être pour introduire deux mots qui n'ont pas du tout été évoqués aujourd'hui encore, mais qui sont quand même assez importants, je pense. Le cyberespace et le métaverse. Donc, cyberespace, c'est un mot très ancien hein, qui a été inventé au moment un peu de la création d'Internet et qui montre aussi un peu la philosophie dans laquelle une partie de la communauté au début d'Internet voyait un petit peu tout cet univers se développer. Et métaverse, c'est un peu la version moderne du cyberespace. C'est vraiment l'idée en fait derrière ces deux notions, c'est de dire que de plus en plus, on va faire une numérisation totale en fait de notre société. Donc toutes les composantes, le champ en fait de la numérisation ne cesse de grandir et on va vivre de plus en plus dans un univers qui est numérique et qu'on va avoir une vie numérique qui est en fait un peu séparée du monde de la vie physique et que c'est finalement un univers en tant que tel. Et cette évolution, donc slide suivante, elle se fait évidemment de façon historique avec différentes étapes. On a déjà vu, donc on a une partie qui est la digitalisation en tant que telle, et puis peut-être ce qui est très important d'avoir en tête, c'est qu'on a une partie au moment où on digitalise les choses, et puis une partie au moment où ça se devient voilà, démocratisé, et où finalement tout un chacun s'approprie cette technologie et l'utilise au jour le jour. Et c'est là qu'on a vraiment les impacts sociétaux qui se font jour et où les choses finalement deviennent voilà, sociétales et pas seulement technologiques. On a évidemment eu la vague où finalement les ordinateurs ont permis à chacun de gérer de la donnée, chose qui était évidemment très difficile à faire de façon très rapide. D'abord pour les entreprises et pour les États, et puis après on a eu une phase de démocratisation avec le personal computer, donc chacun a pu gérer finalement des données individuellement. On a la partie Internet avec la création d'ARPANET, etc., puis du World Wide Web, et puis la partie, encore une fois, appropriation par la population générale, qui peut être des experts, qui peut être, voilà, mais tout le monde a accès à Internet. Évidemment, on est dans cette phase aujourd'hui pour ce qui est de la publication, de la formation, etc. La valeur, bien sûr, la numérisation de la valeur, c'est très vieux, ça date d'Internet aussi, ça date même bien avant. Les banques sont passées sur des systèmes de valorisation de numérique depuis très longtemps. D'ailleurs, pour faire un clin d'œil sur la panne informatique, je pense que si toute l'informatique disparaît, le système actuel déjà tombe. Donc, de toute façon, on est déjà trop tard. Donc, tout est numérisé de toute façon depuis très longtemps en ce qui concerne la valeur. Mais la phase de démocratisation, c'est vraiment ça, en fait. La blockchain, les actifs numériques, c'est le moment où tout le monde a accès, donc phase suivante, tout le monde a accès par l'intermédiaire de ces réseaux publics, de ces réseaux ouverts, à ces représentations de valeurs, se les approprie et peut créer des choses. Et slide suivante, on voit que c'est une phase de développement qui va avoir un impact extrêmement fort parce que ça fait partie aussi de tout un mouvement qui est la philosophie initiale d'Internet, hein, de la décentralisation, de reprendre de l'explosion un peu de ces structures entrepreneuriales très fermées en silos et finalement où l'information n'est pas disponible, où on a maintenant un réseau de valeurs, où on a une information disponible et une accessibilité, et des applications, des applicatifs qui se créent, qui respectent un petit peu cette philosophie. Hein. Bettina en parlait tout à l'heure, philosophie open source, transparence et contrôle. Et on a vraiment des sociétés, finalement des protocoles qui sont utilisables et qui vont finalement venir bouleverser l'ensemble de la société petit à petit. Alors sur la slide suivante, on a un peu une liste d'exemples, je vais passer très vite, mais voilà, aujourd'hui avec les cryptoactifs, toute personne intéressée, alors évidemment
pour l'instant encore un peu expertes, mais finalement des personnes expertes, il y en a dans la population générale aussi, hein, c'est pas que les gens qui ont des formations particulières, etc. Donc toute personne un peu experte qui s'intéresse peut faire tout ça, donc créer, recevoir des actifs numériques, en envoyer, en vendre, etc. Utiliser des produits financiers sans limite. Contrairement évidemment aux produits financiers actuels, créer des nouveaux actifs, créer des nouveaux produits, et finalement donc des possibilités des possibilités nouvelles ont été ouvertes par les réseaux publics. Donc ça, c'est vraiment le plus important, et c'est là que toute l'inventivité et toute les entrepreneurs, etc., sont en train de créer énormément de choses grâce à cette ouverture. Et sur la slide suivante, on va commencer à essayer de voir où tout ça va nous mener. Parce que là, pour l'instant, on a ouvert le champ des possibles au maximum. Il n'y a pas encore vraiment de réglementation. On voit, c'est en train d'arriver. Les possibilités sont quasiment infinies, évidemment, sous les limites techniques, évidemment. Mais on a une ouverture complète. Et il peut y avoir plusieurs évolutions face à ce nouveau champ possible qui a été ouvert. On a eu un petit peu cette possibilité cette histoire qui a déjà été un petit peu déroulée autour de l'informatique, autour d'Internet, où on a eu d'abord une ouverture énorme et puis après des réglementations, etc., etc. On va avoir évidemment la même chose avec la blockchain, avec les cryptoactifs, et donc différentes réactions possibles, différentes façons de gérer au niveau d'une société ces possibilités qui ont été ouvertes. Alors, je les distingue un petit peu avec des noms qui permettront peut-être de se raccrocher à des concepts qu'on voit un petit peu. Le Web 2.0, on sait que c'est déjà un petit peu, c'est les réseaux sociaux, c'est tout ce qui a été construit sur l'Internet et qu'on utilise aujourd'hui au jour le jour sur nos smartphones, etc. Et puis on parle en fait sur tout ce qui est l'Internet de la valeur et l'Internet autour de la crypto, les DAO, etc. qu'on a évoqué. On parle de Web 3. Voilà. Donc l'idée, c'est maintenant, est-ce qu'on va aller vers ce Web 3 complètement ouvert qui va finalement venir bouleverser complètement les structures sociales, la façon dont on construit les entreprises, etc. Est-ce qu'on va avoir une réaction très forte sur le plan réglementaire avec finalement un contrôle qui va revenir de la part des États, des institutions? J'ai appelé ça Web 2.5, c'est-à-dire on va avoir des actifs numériques, mais très encadrés, centralisés, avec finalement des institutions qui vont venir décider de comment ils peuvent être utilisés, de pourquoi on peut les créer, qui peut les créer surtout, et peut-être même pouvoir les modifier. Donc ça, c'est une forme de contrôle qui se met, une couche de contrôle qui se construit autour de ce qui est en train de se faire. Et puis on a évidemment la possibilité, mais ça, elle s'éloigne de jour en jour. Aujourd'hui, on peut déjà dire, je pense qu'elle est complètement éloignée. C'est simplement l'interdiction, une réaction de rejet complet de ces innovations, parce qu'il aurait évidemment été possible que les États aient réagi par une interdiction complète. Aujourd'hui, je pense que ça, c'est vraiment, on le voit bien, tous les signaux vont plutôt vers une tentative pour les États peut-être d'aller plus vers un Web 2.5, c'est-à-dire ils ont compris une partie de l'innovation, mais évidemment tout ce qui est une démocratisation radicale, une ouverture de possibilités, etc., ça fait peur parce qu'il y a aussi beaucoup de risques derrière tout ça. C'est quelque chose sur lequel toutes les instances de contrôle qui ont été construites jusqu'ici ne sont plus efficaces, il faut l'avoir en tête, ou en tout cas pas efficaces de la même façon. Donc bon, évidemment, mon opinion, personnellement, mon opinion fondamentale, c'est que on va se retrouver un petit peu dans un mix entre le Web 2.5 et le Web 3. Où on a quelque chose qui va beaucoup d'innovations qui vont se passer, qui vont être vraiment dans l'idée de finalement cette démocratisation de changement sur la notion de valeur, etc. Donc ça, ce sont des choses qui sont déjà en train d'arriver. Hein. Mais il va y avoir une vague, évidemment, et on le voit arriver en Europe, on le voit arriver aux États-Unis, on le voit arriver en Asie, de contrôle, donc d'une réaction de réglementation. Et maintenant, tout l'enjeu, c'est de savoir est-ce que cette réaction va être trop forte et venir casser peut-être un peu le potentiel de la technologie, ou est-ce qu'elle va finalement être adaptée et venir un petit peu peut-être couper les excès tout en permettant à la technologie d'être utile. Voilà un petit peu pour la partie vision, et peut-être du coup pour rentrer un peu dans le concret d'ici à peut-être à 5 ans, les secteurs qui vont être le plus impactés et peut-être ce qui va se passer et ce qui peut se passer et peut-être ce qui a déjà commencé à se passer, notamment en Europe, autour de ces différents aspects. Bon, la finance, évidemment, c'est le premier secteur impacté et ça, je pense que tout le monde l'a bien en tête, on l'a déjà évoqué, et c'est aussi ça charrie aussi effectivement beaucoup d'imaginaire parfois un peu négatif, mais c'est là que on ouvre la porte à une innovation financière qui est
qui était complètement impossible auparavant, puisque c'est le secteur le plus réglementé de la planète, et innover dans un secteur réglementé, c'est toujours plus compliqué. C'est réglementé pour des bonnes raisons, bien sûr, mais la technologie, là, vient ouvrir une porte, et on voit des nouveaux actifs, des nouvelles catégories d'actifs, donc le Bitcoin, etc. On commence à essayer de comprendre ce que c'est. On voit les produits, la finance décentralisée, donc des choses qui fonctionnent sans intermédiaire, qui viennent révolutionner complètement les schémas de valeur des institutions financières traditionnelles. Et encore une fois, ouverture, transparence, donc chacun peut créer son produit en conjonction avec les produits qui existent déjà. On peut créer des actifs qu'on va utiliser des produits existants, etc. Donc on est vraiment sur un réseau ouvert. Donc c'est là que la perturbation, je dirais, est la plus forte. Et donc, tous les acteurs financiers vont être impactés de façon extrêmement forte. Et ils commencent déjà à être impactés, mais c'est là que le séisme va se faire le plus rapidement. Donc, c'est évidemment ces institutions-là qui doivent anticiper le plus ce qui va se passer et s'adapter le plus vite. Donc, si je ne sais pas s'il y a des membres d'institutions bancaires ou financières ici aujourd'hui, mais c'est un peu le message que j'ai pour vous, c'est il est temps vraiment, si vous ne le faites pas déjà, d'avancer sur le sujet, pas seulement regarder, parce que ces perturbations-là, elles sont en cours, elles arrivent, elles sont en train d'exister déjà dans la population générale, elles vont arriver à vous très très vite. Internet au sens large, là c'est pas que la blockchain, c'est la blockchain plus les systèmes de stockage décentralisés, plus d'autres technologies qui se mettent ensemble et qui viennent un peu repenser la façon dont Internet fonctionne aujourd'hui. Je vais pas rentrer dans le détail, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez chercher Web3, des choses comme ça. Il y a des choses très intéressantes sur Internet. Les sociétés, évidemment, on a parlé des DAO. C'est là que la structure va être un petit peu perturbée. On a ce nouveau type de structure qui existe sur blockchain. Maintenant, la question, c'est comment on va le traiter. Il y a des propositions déjà qui ont été faites sur comment adapter le système législatif, et là, pour le coup, c'est quelque chose de tout à fait national, hein, donc tout ne se joue pas au niveau européen. La façon dont on peut traiter une société dont elle va être imposée, etc., avec ces schémas un petit peu de collaboration DAO, il y a un espace de rencontre avec le législateur national qui est vraiment très fort et sur lequel il y a des choses à faire. On a évidemment l'art et la culture, mais ça vous avez dû entendre parler des NFT évidemment, qui sont vraiment le premier avatar. Enfin, si on parle NFT, mais c'est vraiment une révolution aussi dans la notion de valeur culturelle. Hein. L'art numérique, on avait du mal à le valoriser, on avait du mal à en faire quelque chose de tangible. Les NFT, ça vient tangibiliser quelque chose qui est purement digital, tout comme on l'a fait avec le Bitcoin et la valeur. Ici, c'est vraiment quelque chose d'unique. Donc sur l'art et la culture, on a un impact qui est en cours et qui est très fort aussi. Et toutes les galeries d'art, tous les artistes numériques, etc., se posent des questions aujourd'hui autour de cette rencontre entre les cryptoactifs et leur domaine. L'identité numérique, c'est un domaine très large. On a parlé de l'EPSI tout à l'heure. Il y a des expérimentations autour de l'EPSI et de l'identité numérique. Le fait d'avoir un réseau ouvert, transparent, avec des attributs potentiellement d'identité qui pourraient être insérés. Donc, on a quelque chose de très fort aussi sur lequel il est extrêmement important de se préparer parce que probablement notre identité, elle va être très digitale dans le futur. Elle est déjà très digitale. Hein, vous avez tous des comptes sur les réseaux sociaux, etc. Il va y avoir une couche un peu blockchain qui va venir un petit peu unifier, en tout cas utiliser de façon pertinente tous ces attributs d'identité. Évidemment, là, je vais vraiment pas rentrer dans le détail, d'autant que j'arrive déjà à la fin du temps imparti, mais toutes les normes sociales vont être impactées par tout ça à long terme, et c'est un peu la conséquence un petit peu de tout le reste. À partir du moment où vous avez numérisé, vous avez changé votre notion de valeur, évidemment, vous ne fonctionnez plus en tant que être social de la même façon. Je vais clôturer très rapidement avec, du coup, moi, j'ai 4 types de recommandations qui s'appliquent vraiment à tout le monde, et là, c'est des recommandations qui peuvent en fait s'appliquer à absolument toute personne, individu, mais également à tout type d'activité. Donc, c'est un peu versatile. Alors, les exemples en dessous, c'est pour une personne physique, on va dire. Mais si vous voulez, les 4 grandes étapes, c'est vraiment ce que je pourrais recommander à toute personne qui veut avancer sur le sujet et qui doit avancer sur le sujet parce que vraiment, c'est le moment. Donc, la première chose, c'est d'avoir une exposition sur le secteur. Il faut, pour comprendre le secteur, c'est le domaine dans lequel il est le plus facile d'avoir une exposition. Vous pouvez acheter une crypto en 10 minutes en ouvrant un compte sur une plateforme d'échange. C'est hyper important d'en avoir. Pourquoi? Parce que c'est très important d'utiliser le produit. Alors déjà, c'est très important d'en avoir parce que
Si vraiment c'est le futur de la valeur, ben forcément, a priori, ça devrait en prendre. Bon, ça, je vais pas faire de prédiction de prix, mais on est sur quelque chose qui est en train de grossir. Mais surtout, ça va vous permettre de l'utiliser. Et tant que vous n'aurez pas utilisé les produits, ce sera extrêmement compliqué de vraiment conceptualiser ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Alors, parce qu'on parle de plein de choses, on parle de DAO, on parle de DApps, on parle de machin. Si vous n'avez pas un wallet crypto avec une crypto dessus, que vous n'allez pas envoyer une transaction, vous n'allez pas mettre de la liquidité dans un protocole, je sais pas quoi, vous testez, vous achetez un NFT, voilà, il faut faire. Une fois que vous avez fait ça, vous avez votre niveau de compréhension, il sera incomparable avec tout ce qu'on aura pu expliquer aujourd'hui. Ensuite, l'étape d'après, c'est apprendre plus. Une fois que vous avez utilisé, vous allez forcément avoir envie d'essayer de comprendre pourquoi ça marche comme ça, qu'est-ce qui marche pas, etc. Et là, alors les ressources sont vraiment difficiles à trouver. Je suis en train personnellement de faire une espèce de liste de ressources que je vais publier bientôt. Mais renseignez-vous sur les blockchains publiques, les crypto-assets, la DeFi, les DAO, les NFT, le Web3, etc. Toutes ces notions-là, c'est des notions fondamentales pour comprendre et avancer et aussi aller plus loin dans votre perception des choses. Les projets, évidemment, suivent les projets, suivent les actualités et la régulation, puisqu'elle arrive et qu'elle n'est pas forcément d'ailleurs extrêmement adaptée dans tous les cas, mais ce sont des choses évidemment qui vont avoir un impact très fort sur le futur du secteur. Ça va vous permettre aussi de naviguer mieux en tant qu'individu, en tant qu'entreprise dans ce secteur. Et puis la dernière étape, et ça je vous recommande vraiment de le faire aussi, c'est d'arriver à la phase de création. Évidemment, en fonction de qui vous êtes, de ce que vous savez faire, contribuer d'une façon ou d'une autre, c'est aussi une façon de progresser très vite. Moi, la façon dont j'ai progressé, c'est que j'ai créé en 2016 un site qui s'appelle Ethereum France qui parle de la blockchain Ethereum et j'ai écrit des articles parce que moi je suis pas tech, je fais pas du développement, etc. Donc je savais que ma capacité de contribution c'était plutôt de la vulgarisation, etc. Donc c'est une façon aussi de s'approprier les sujets et de construire. Si vous êtes développeur, vous faites un code. Si vous êtes financier, vous avez inventé un produit. Voilà, quelque chose d'intéressant qui va un petit peu venir synthétiser tout ce que vous aurez appris sur le sujet et qui va vous permettre d'avancer. Voilà, c'était mes recommandations qui s'appliquent à tous. Et merci à tous.